Alors, c'est parti. Alors, bonjour, Virginie Bouvard, donc agence WSI à Senlis. Nous allons, avec Thierry, nous allons vous présenter plus précisément après. Donc, vous parlez de Solomo, local, social, local et mobile. Donc, j'ai la main. Voilà, donc pour rappel, ces ateliers du web marketing ont lieu le troisième jeudi de chaque mois. La dernière session était les tendances du web marketing. Alors que ce soit celle-ci ou les précédentes, vous pouvez toujours avoir accès à ces présentations en cliquant sur le lien SlideShare ou en allant voir directement les présentations sur YouTube. C'est bien ça, Lucille? Exactement. Ok. Donc, on va se présenter rapidement. Excuse-moi Thierry, j'ai la parole, alors je la garde. Donc, je m'appelle Virginie Bouvard, donc je suis consultante Internet WSI depuis 2 ans maintenant, basée à Senlis. Je couvre plus particulièrement la Picardie, mais suis également heureuse de pouvoir suivre un certain nombre de clients en Île-de-France. Thierry? Alors Thierry Fouché, donc gérant de la société Acte en ligne et franchisé WSI depuis 7 ans maintenant. J'ai démarré en février 2005 et je suis basé donc à l'agence de Coulommiers, enfin proche de Coulommiers, et j'exerce avec une licence à la fois en Île-de-France et en national. Donc, le réseau WSI, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc, comme le disait Thierry, c'est un réseau de franchisés. Donc, nous sommes le premier réseau mondial de consultants web marketing. WSI, donc, qui veut dire We Simplify Internet, est une société basée à Toronto qui a démarré en 1995 et qui est représentée par plus de 1000 consultants dans plus de 80 pays aujourd'hui. En France, nous sommes plus de 45 consultants. Alors, notre mission, elle est très simple, c'est d'aider nos clients à réussir sur Internet. Donc, nous les aidons à définir dans un premier temps leur stratégie sur Internet. Et une fois que nous avons défini cette stratégie, nous les aidons à les mettre en place. Donc, il y a de la préconisation et à la fois de la réalisation. Donc, bien sûr, c'est en fonction des objectifs de nos clients. Donc, cela peut varier. Donc, soit nos clients sont dans une démarche de prospection, ils souhaitent attirer plus de prospects qualifiés. Soit ils sont en train de faire mûrir leur, comme on dit, mature, leur base prospect, et on peut les aider aussi à le faire grâce à Internet. Internet est également un très bon moyen pour fidéliser les clients, par exemple via l'emailing. Et puis, c'est également l'opportunité de travailler la notoriété. Alors je prends le relais là, donc la présentation que vous allez voir donc a été disons architecturée en six têtes de chapitre. Donc on va vous présenter un petit peu les révolutions du local, social, mobile, comment et pourquoi être visible d'un point de vue social, ensuite d'un point de vue local et d'un point de vue mobile, c'est relativement simple. Ne pas oublier aussi un petit rappel, de plus en plus l'importance du contenu pertinent, quel que soit le média utilisé sur Internet. Et puis enfin, juste une petite vision pour 2013. Donc effectivement, en préambule de ces révolutions, nous allons vous parler d'un acteur majeur d'Internet qui oriente beaucoup, justement, comme vous allez le voir, les évolutions. Cet acteur majeur a un nom, il s'appelle Google. Il est d'autant majeur en France qu'il représente plus de 90% des requêtes donc en part de marché. Donc c'est très très important.
C'est un peu moins important dans d'autres pays. Aux États-Unis, il est inférieur à 70%. Donc, nous, en France, nous devons faire avec cet acteur prépondérant. Voilà. Et juste un petit mot pour vous dire que lorsqu'on regarde les revenus de Google, alors les chiffres leur appartiennent, mais on voit que 96% viennent de la publicité. Donc cet acteur majeur a lui-même sa propre clientèle et il doit lui-même garder sa propre part de marché et a sa propre approche marketing dont nous dépendons quelque part. Voilà ce qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce moteur de recherche prépondérant, le challenge, c'est d'être devant ou rien. Alors c'est le Graal de la première page de Google. Ce schéma, simplement pour vous représenter en zone chaude, on va dire, donc jaune, rouge et orange, couleur chaude, là où l'internaute va regarder en premier. Donc le seul intérêt de cette image, c'est que l'entreprise qui va souhaiter être visible sur Internet aura intérêt à être visible dans ces zones dites chaudes. Donc voici les révolutions qui se sont opérées. On va se permettre de remonter à 2 années, puisque la première révolution est arrivée avec la révolution locale. Donc c'était en octobre 2010. Voilà, on ne remontera pas plus tard, pas plus loin, c'est promis. Voilà à quoi ressemblait la première page de Google. Donc 2 zones principales. La zone dite de référencement naturel et la zone dite de référencement payant. Alors, référencement naturel, apparaître avec la qualité de son contenu et la quantité, surtout la qualité, ce qui est toujours vrai. Et la zone payante, eh bien, c'est ce qu'on appelle les liens commerciaux, le pay par clic, PPC, le publicité AdWords. Il y a beaucoup de termes pour ça qui permet en fait d'apparaître en payant. Donc ça, c'était avant octobre. La révolution locale, ça a été après octobre où Google a décidé de faire apparaître des entreprises locales. Donc sous 2 formes, ces petits ballons sur la gauche et également sous forme d'une carte. Alors ça peut paraître anodin, mais ce qu'on veut essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ça ne l'est pas du tout. Puisque en fait, ça a radicalement changé l'équation de la première page de Google. Très simplement, parce que le référencement payant a gardé toujours sa place extrêmement bien placée pour les 1 à 3 meilleurs annonceurs. En contrepartie, le référencement naturel, lui qui avait 10 places, seuls les 3 meilleurs, mais parfois, enfin c'est 1 à 3, donc parfois c'est un seul, est vraiment dans la zone chaude de la vision des internautes. Et Google a offert l'opportunité aux entreprises locales d'être présentes à travers ces petits ballons. Voilà. Et également à travers la carte. Donc ça a eu plusieurs conséquences. Surtout une conséquence majeure, c'est que le référencement naturel, lui, s'est retrouvé bien toujours en première page, mais par contre, il faut utiliser l'ascenseur. La pertinence de ça, puisqu'il ne faut pas oublier que Google doit vous montrer du contenu pertinent, c'est donc par rapport à l'association d'un métier et d'une ville, ou d'une ville proche, de pouvoir faire remonter une information pertinente pour l'internaute. Nous passons à la révolution sociale. Alors, c'est vrai qu'il y a, enfin moi il y a 2 ans quand j'ai commencé à aller voir des clients ou faire des présentations, on va aller très vite là-dessus puisque en fait on avait à faire face à des chefs d'entreprise, on était plus dans le débat, j'y crois ou je n'y crois pas aux réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce registre-là, donc on va aller très vite. La révolution sociale, c'est cette notion web 2.0, donc d'échange et de donner la parole aux consommateurs.
Donc ce consommateur qui avant était dans la salle, aujourd'hui il peut prendre la parole et il peut s'exprimer. Et il a la possibilité de dire qu'il est content, mais aussi il a la possibilité de dire qu'il n'est pas content. Et aujourd'hui, les entreprises doivent absolument composer avec cela. D'où cette remarque de croire ou ne pas y croire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à ce niveau-là. Et aujourd'hui, certains s'accordent à dire que c'est le consommateur qui a pris le pouvoir. Donc aujourd'hui, lors de cette révolution sociale, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, comme conséquence, c'est que ce bouche à oreille Internet est devenu prépondérant et que, en plus, de surcroît, les internautes accordent beaucoup de crédit à ces recommandations. Donc on voit que les recommandations personnelles ont encore le haut du panier, mais qu'on voit que l'opinion des consommateurs est plus importante et plus surtout crédible que l'information que pourrait délivrer une société par email, par son site internet ou par de la publicité. Et ça, c'est vraiment une évolution majeure qui s'intègre donc dans cette présentation Solomo, puisque aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter à ce, on peut même parler de fait de société. Alors, qu'en dit Google? Eh bien, Google a intégré aussi ces paramètres et intégré le social et la réputation et le nombre de partages et le nombre de likes, etc. pour le référencement naturel. Et pour quand l'impact sur AdWords? Eh bien, comme vous le verrez, c'est déjà le cas en 2012 et ce sera encore plus vrai pour 2013. Alors, on va attaquer la révolution mobile. Donc, je prends le relais. Virginie, tu passeras bien les clics au fur et à mesure des slides où il y a des arguments qui viennent les uns après les autres. Donc, la vraie révolution de ces dernières années par rapport au web, c'est vraiment l'incroyable boost du média mobile. Et on va le voir tout de suite sur les slides suivantes. Donc, vous avez ici des données d'un institut de sondage spécialisé GFK par rapport à la commercialisation, à la vente chaque année depuis 2008 de mobiles traditionnels et des mobiles smartphones. On voit que très clairement depuis 2010-2011, il y a un taux d'équipement très fort en smartphone. Et en 2012, les deux courbes se croisent, c'est-à-dire que pour la première année, eh bien, nos opérateurs vont vendre plus de smartphones aux consommateurs français que de téléphones GSM traditionnels. Vas-y. Donc voilà, c'est une croissance de 16% cette année, mais en fait c'est la continuité d'un mouvement déjà démarré depuis 2008. Hein. Et alors que dans le même temps, la vente de téléphones mobiles classiques baisse de 28%. Ce qui a vraiment renforcé la chose au début 2012, c'est l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile, hein, en l'occurrence Free, qui a vraiment secoué la situation en place par des tarifs très attractifs qui font que maintenant ce n'est plus un frein de choisir ce média et de se connecter à Internet avec. Donc un autre phénomène dont qui est peut-être pas trop connu, qui porte un nom bizarre, mais BYOD, c'est Bring Your Own Device. Et en fait, on voit maintenant que le mobile, le smartphone, pénètre également le lieu de travail, c'est-à-dire que c'est un assistant qui est chez vous et qui vient se superposer au système de communication des entreprises. Vas-y. Alors en 2012, 38% des Français sont équipés d'un smartphone, 27% en 2011. Et donc, je pense même que ces données sont encore un petit peu fausses. C'est supérieur à ça. 85% des usagers se servent d'un smartphone comme d'un GPS, et j'en ai fait moi-même l'expérience, et ça marche souvent mieux de se faire guider par Google que par un GPS traditionnel. 55% des gens équipés surfent au moins une fois par jour sur Internet. Lundi.
62% consultent leur email, 43% effectuent des recherches, et notamment ce qui revient le plus, c'est le bar ou le restaurant ou le voyage. Donc 29% des gens équipés de smartphones font des recherches pour trouver ces prestations-là. Et 14%, ça c'est assez nouveau et je pense que ça va avoir beaucoup de succès, 14% recherchent un emploi avec leur mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites où vous pouvez déposer gratuitement votre CV en ligne et recevoir les offres directement sur votre mobile. Je pense que vu le contexte de la situation de l'emploi, de chômage, ça devrait effectivement pas mal aider les gens. Et pour les chiffres 2012, effectivement, il reste une grosse période qui est la période de Noël et qui risque de gonfler effectivement les chiffres. Donc on vous tiendra au courant en 2013. Alors, le dernier point qui là aussi est pas anodin, 26% des gens équipés de smartphones s'en servent pour comparer les prix. Ce qui veut dire que derrière, il y a un acte d'achat quasi immédiat. Alors, cette slide, pour dire que le mobile va de pair avec le social, puisque en fait, on s'aperçoit que ça c'est donc une étude qui a été faite par Google conjointement avec Ipsos, qui montre que les usagers de smartphones sont effectivement engagés dans les réseaux sociaux. Si on regarde en France, donc 69% des gens qui ont un smartphone se connectent aux réseaux sociaux et 38% au moins une fois par jour. Et fait tout à fait notoire et qui vient d'être révélé là dans les résultats de Facebook qui a été introduit en bourse il y a peu de temps, 14% de son CA publicitaire de Facebook provient du mobile au troisième trimestre 2012. Donc c'est une réalité. Et Facebook prétend qu'il y a aujourd'hui 600 millions d'usagers Facebook sur mobile. Donc c'est correct de dire que le mobile s'associe tout à fait au phénomène des réseaux sociaux. Alors, le mobile va de pair avec local. Bon, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure avec l'usage du GPS, mais ça va bien au-delà de ça. 83% pardon, des Français équipés de smartphones s'en servent pour faire des recherches locales. Et en plus, une des caractéristiques propres aux usagers de smartphones, c'est que ce sont des gens qui sont très engagés et passent vite à l'acte. C'est-à-dire que 81% d'entre eux, après avoir fait une recherche locale, vont aller faire l'acte d'achat. Alors maintenant que nous vous avons expliqué ces phénomènes qui évoluent donc depuis 2 ans et qui vont bien sûr continuer à évoluer, eh bien nous allons essayer de vous montrer, de vous expliquer l'intérêt pour votre entreprise d'être présente en solo-mode, donc en social, local et mobile, et surtout pourquoi. Donc effectivement, la visibilité locale, donc ça a été, comme je vous l'ai dit, l'explication de l'évolution de la première page de Google en fin 2010. C'était suite à un constat, donc sur Internet, 80% des recherches se font sur des entreprises locales et des commerçants locaux. C'était également pour répondre à la réalité que 80% des consommateurs achètent à 10 km autour de chez eux. Donc ça, c'est vraiment une analyse marketing de la part de Google qui, comme je vous l'ai dit en préambule, sert lui-même son marché. Et Google a décidé donc de faire ressortir les entreprises locales avant les nationales et parfois même devant les publicités payantes, puisque vous avez vu qu'avec l'organisation de cette page, il avait même concédé des places très intéressantes de la publicité pour le local. Alors, pour être présent en local, en début 2012, et c'est toujours vrai aujourd'hui, on vous expliquera qu'à la fin, plusieurs choses sont en train de fusionner, ça passe quand même pour l'entreprise par la page Google Adresse à ce jour. Donc, pour optimiser une page Google Adresse, il vaut mieux donc l'optimiser à 100%.
Parce que comme la première page de Google est chère, il n'y a de la place que pour 7 ballons. D'accord? Donc, c'est en fonction de l'optimisation de cette page que l'entreprise aura une chance d'apparaître parmi les premiers. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la guerre des 7 premiers sur la page des 10 premiers. Donc, une page Google Adresse optimisée, ben, c'est bien la renseigner, bien suivre le formulaire, en fait, c'est assez simple. Et puis surtout, mettre des photos et même, si possible, des vidéos. Et puisqu'on parle de social, il y a une partie sociale qui était déjà intégrée dans la page Google Adresse optimisée, donc Web 2.0, échange avec le consommateur, comme vous le voyez en bas à gauche, avec le fait de donner son avis. Donc aujourd'hui, nous engageons tous nos clients à soigner leur page Google Adresse et à l'optimiser à 100%. Donc être visible au niveau social, alors ça a plusieurs intérêts, bien sûr. Ça a aussi des intérêts au niveau du référencement naturel. Donc vous voyez que tous ces phénomènes sont extrêmement imbriqués. Alors, on a un intérêt immédiat à être présent sur les réseaux sociaux avec ses profils ou ses communications. C'est que les robots des moteurs de recherche vont passer bien plus souvent sur les sites des réseaux sociaux que sur un site bien référencé. Je me suis permis de mettre bien référencé parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont peu actifs, qui ont peu de contenu et donc qui sont aussi peu visités par les moteurs de recherche. Et même si celui-là est bien tenu avec du contenu frais et donc que l'on considère comme bien référencé, les robots de toute façon passeront moins souvent que sur les réseaux sociaux. Donc on a un effet immédiat avec une communication sur un réseau social que l'on n'aura pas forcément bien sûr sur un site internet. Et Google favorise les publications sur les réseaux sociaux et Google favorise les publications où il y a un avis d'un autre internaute. Donc ce phénomène, il va toujours favoriser ce phénomène Web 2.0 où un consommateur a donné son avis sur une publication. C'est un exemple ici. Alors là, c'est un exemple qui est d'autant plus intéressant parce que c'est un commerçant local qui est arrivé en première page de Google la semaine de la fête des mères sans avoir de site internet, simplement avec une bonne communication sur sa page Facebook. Donc on voit qu'on a l'occasion, l'opportunité d'être extrêmement visible, ne serait-ce qu'avec des profils sociaux. Être visible au niveau mobile, ben, encore beaucoup de raisons. Je te laisse nous présenter ça, Thierry. Oui, donc j'ai sélectionné en fait deux axes qui me semblent intéressants. C'est que le mobile, en l'occurrence le smartphone, c'est un média parallèle, c'est-à-dire que vous l'avez toujours disponible tout en ayant tout type d'activités qui sont listées là sur la colonne de gauche. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui écoutent de la musique sont par exemple 47% se voient disponibles sur le smartphone, vous voyez. Alors un petit peu moins peut-être quand on joue à des jeux vidéo parce que c'est trop captivant ou quand on lit un livre. Néanmoins, pour la télévision, c'est assez remarquable aussi. 52% des gens qui regardent la télévision sont disponibles sur le smartphone, quoi. Donc c'est un média qui, si vous voulez, est là, même si vous êtes branché sur un autre média en parallèle. Et j'ai ajouté H24, puisqu'en fait, la caractéristique d'un smartphone, c'est que ça devient vraiment un assistant qui est avec vous pratiquement 24 heures sur 24. Voilà. Et ensuite, un autre aspect qui me semble aussi intéressant, parce que bien entendu, là on vous parle de marketing online, mais il ne faut pas négliger, et il faut toujours, malgré tout, faire du marketing offline. Et on voit que le mobile est un excellent relais disons, des autres médias, supports de publicité. Hein. C'est-à-dire que si on prend le cas de la France, donc 36% des gens qui voient
une publicité dans une boutique vont ensuite, suite à ça, aller faire une recherche sur leur mobile. Vous voyez. Ensuite, sur la télévision, bah, c'est encore un peu plus, 40%. Alors ça dépend bon, d'un pays à l'autre. On voit que les usages ne sont pas les mêmes, tout à fait. En France, 40% des gens qui voient les publicités donc, ont tendance à aller voir ensuite sur leur smartphone, à rechercher cette publicité. Mais c'est aussi vrai à 34% pour un magazine ou pour des affichages publicitaires sous forme de posters. Donc le mobile, finalement, est un genre de relais, de bridge entre les autres médias publicitaires offline et le marketing online. Voilà. Alors, d'où l'importance pour une entreprise d'être visible sur mobile et surtout d'être visible d'une manière agréable. Donc, effectivement, aujourd'hui, ne pas avoir de site mobile, c'est prendre le risque, comme l'exemple que vous avez sur l'écran, d'avoir une ergonomie ou voire une esthétique tout à fait acceptable sur un ordinateur ou sur une tablette, et d'avoir un site totalement, enfin pas totalement inutilisable, mais tellement peu agréable à regarder et à utiliser que l'internaute risque de partir aussi vite qu'il est arrivé. C'est ce fameux taux de rebond qui nous permet de mesurer le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui partent sans avoir passé la première page. Donc aujourd'hui, avoir un site avec une version mobile, c'est d'offrir une belle expérience utilisateur sur son site ordinateur et tablette, et d'offrir une bonne expérience utilisateur sur son site mobile. Donc lui donner une information et une ergonomie qui correspondent à l'utilisation de ce média. Et de toute façon, le phénomène mobile fait que demain, une entreprise, lorsqu'elle en pense à, enfin, dès aujourd'hui même, compte tenu de l'évolution du mobile, mais demain plus que jamais, l'entreprise devra veiller à avoir vraiment une image impeccable sur tous les supports, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient mobiles. Alors, là, je prends le relais. Donc, j'ai voulu résumer, cette slide est un petit peu chargée, mais en quelques mots, sans aller trop à fond dans les détails, quels sont les ingrédients pour qu'un site mobile, disons, fonctionne correctement. La première chose, c'est qu'il faut avoir en tête de concevoir le contenu de manière à ce qu'il soit pratiquement visible sur un smartphone et non pas vouloir, disons, afficher la même chose que ce que les gens consultent sur un ordinateur normal. Le premier critère qui vraiment peut s'avérer critique, c'est la vitesse de chargement du site sur un smartphone, et il faut s'imaginer, ce qui est le cas régulièrement, c'est qu'il faut passer par le réseau mobile 3G, quand le réseau mobile 3G est disponible, ce qui n'est pas non plus vrai à 100%. Il ne faut pas s'imaginer être chez soi et avoir son mobile connecté via le Wi-Fi de sa box, où là, évidemment, c'est comme si on était sur un ordinateur. Il faut vraiment concevoir le contenu du smartphone en situation connexion via un réseau mobile et se limiter à un temps de chargement de la homepage de quelques secondes. Sinon, bah, on en a fait l'expérience, je pense, chacun. Quand ça prend plusieurs minutes, bah, on arrête tout simplement. Ensuite, il ne faut pas surcharger en nombre de pages, parce que d'un point de vue ergonomique, ce sera très difficile déjà d'organiser une navigation. Donc on oublie page sous page, les structures compliquées où on clique pour aller sur une sous-page avec une souris. On n'a pas de souris là, donc il faut se limiter à 10 pages maximum, et en général on s'en sort relativement bien avec simplement 5 onglets cliquables pour présenter l'information essentielle
qu'on souhaite présenter à nos prospects, à nos clients. En termes d'image, ça rejoint là, je dirais, le concept de rapidité de chargement. Il faut peu d'images et il faut les compresser suffisamment pour qu'une image, en gros, représente 20 kilo-octets ou des choses comme ça, pour que ce soit facilement et rapidement téléchargeable sur un mobile. Et en ce qui concerne le contenu éditorial d'une page mobile, on a tendance à dire que, en gros, il faut prendre 40% en importance d'une page web classique. C'est-à-dire que si une page classique fait 500 mots, et bien là, on va en prendre 200. Alors, après, un aspect important également, c'est qu'on n'est pas prisonnier du nom de domaine que peut utiliser le site classique. En fait, on fait un codage indépendant et donc on peut très bien utiliser un nom de domaine propre pour le contenu mobile. Donc si on prend un nouveau nom de domaine, ça peut être par exemple un point mobile qui a toute sa raison d'être pour le mobile. Sinon, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on crée un sous-domaine par rapport au domaine existant du site principal. Donc le sous-domaine se traduit par le fameux M point, le M voulant dire sous-domaine mobile du site. C'est généralement ce qu'on propose. Je me permets, Thierry, c'est ce que je recommande, notamment pour une simple et bonne raison, c'est que lorsque l'internaute tapera, enfin s'il arrive par votre nom de domaine, et qu'il ne sait, depuis son mobile, le navigateur sera reconnu automatiquement et l'internaute sera orienté vers le site mobile. Donc il n'a pas besoin de connaître l'existence d'un site mobile pour être bien servi. Il suffit qu'il connaisse votre nom, votre adresse et il sera orienté automatiquement. Oui, donc là c'est effectivement c'est le point suivant. Bon, ça marche dans les deux cas, hein, mais effectivement on n'est pas, ça évite d'avoir besoin de retenir éventuellement une autre URL. Bon, néanmoins, si on connaît le site principal, ça fonctionne comment? C'est que dans les premières lignes du code du site, on intègre un petit script qui va reconnaître le type de navigateur qui se présente, et lorsqu'il voit un navigateur mobile, eh bien, en fait, on redirige vers l'adresse du site mobile. Voilà. Et donc comme ça, c'est très facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'aller retoucher le code du site principal. On est en sous-domaine et on traite ça de façon très légère et très rapide. Alors, un point que j'ai cité là, la norme W3C, la norme qui régit le codage des sites Internet, propose un validateur W3C pour les sites Internet normaux et propose aussi maintenant une version mobile. C'est-à-dire que vous allez vous taper dans Google validateur W3C mobile et ça vous permet de vérifier la notation que vous renvoie donc le validateur W3C pour voir si vous êtes conforme, s'il n'y aura pas de problème d'affichage. Et ce qu'il faut surtout vérifier avec ce validateur, c'est le temps de chargement de la première page du site, qui est la plupart du temps, quand on fait un codage et qu'on n'a pas pris soin de bien tout optimiser, le temps de chargement sera beaucoup trop long. Enfin, un dernier point que j'ai voulu citer, parce que c'est un concept dont on parle pas mal ces derniers temps, qui est ce qu'on appelle le design responsive, c'est-à-dire si on crée un site de toutes pièces, on ne parle pas d'un site existant, il y a une nouvelle tendance qui veut que si on prend des règles de design responsive, on va travailler en fait un contenu qui va s'adapter à tous les types de formats, y compris le mobile. Alors c'est un concept intéressant et sur lequel il faut éventuellement, il ne faut pas s'interdire de l'utiliser. Par contre, il faut, pour que ça marche dans ce cas-là, réfléchir non pas sur la base d'un site complet, classique, mais sur la base d'un design minimum qui sera le design du mobile. Parce que ça n'a pas de sens de faire un design responsive qui soit basé sur un contenu trop lourd. Voilà, parce qu'on aboutira à un mobile qui, à nouveau, ne fonctionnera pas. Voilà, donc c'est bien, il faut le surveiller, mais ce n'est pas encore du tout obligatoire de faire ça. Ça peut marcher dans certains cas. Voilà. Je me permets de préciser, de compléter, Thierry, c'est en fait ce responsive design,
c'est une solution qui est présentée comme simple, mais qui n'est pas une formule magique. Pourquoi simple? Parce qu'effectivement, elle réorganise automatiquement le contenu de manière à ce qu'il soit bien présenté sur un mobile. Mais elle ne répond pas complètement à cette question de dire quelle information on met sur mobile pour quel type de consultation. Donc c'est une espèce de formule magique qui paraît très pratique, mais comme nos clients le savent, en tous les cas, on réfléchit toujours, que ce soit pour un site classique ou un site mobile, aux objectifs et à l'atteinte de ces objectifs. Et ces formules magiques, effectivement, sont des solutions techniques, mais pas toujours de bonnes réponses marketing. Ouais, bon point, effectivement. Alors, le corollaire de tout ça, effectivement, c'est le contenu, parce que quand on parle de social, le contenu, c'est la communication et la conversation. Et le contenu est très très important, car sans contenu frais, que ce soit vos sites ou vos profils, vous allez avoir des contenants, mais pas de matière première en fait. Et donc, être présent avoir un site internet, c'est bien, mais pour qu'il y ait du contenu. Avoir un site mobile, c'est pareil, qu'il ait le bon contenu. Et il en est de même pour les profils sociaux. Donc les réseaux sociaux, ce n'est pas créer une page fan Facebook, c'est pas créer une page de plus, mais c'est l'entretenir et communiquer dessus le plus régulièrement possible. Et les moteurs de recherche ne s'y trompent pas. Et pourquoi cette image de vitrine? Parce qu'on comprend très bien quand on passe dans la rue ou un commerçant, il faut éclairer sa vitrine le soir. Eh bien, ce contenu sur vos différents profils, les différents sites, blogs et supports, mobiles ou non, doivent être alimentés et donc éclairés par ce contenu. Sinon, vous ne ressortirez pas et vous ne serez pas donc visible. Alors, principe et perspective 2013. Eh bien, on va passer à la conclusion. Je regarde, on est dans les temps. Donc, pour principe, on va essayer de faire une synthèse. Donc, être visible sur Internet, on a bien donc dépassé la notion de site. Et le social local mobile, eh bien, c'est d'être visible, bien sûr, d'une part, mais c'est également une occasion de protéger son nom ou sa marque. Car pour créer des profils, notamment page fan Facebook, Google+, etc., la protection de la marque est tout à fait relative et on peut, même en étant un tout petit commerçant, se retrouver vite bloqué parce qu'un autre commerçant a pris le nom et qui sont en général pas déposés. Voilà. Donc, c'est un phénomène intéressant. Donc, ce que l'on vous recommande, la première chose, c'est la page Google Adresse optimisée à 100%. C'est de créer vos profils professionnels, indépendants de vos profils personnels. Et à partir de ces profils personnels, créer les pages fans Facebook. Et également, je vais vous en parler un peu plus après, les pages Google+. Pour les sociétés, ce qui est important, c'est aussi de créer au moins le profil du dirigeant, et sur Viadeo et sur LinkedIn, parce que tout comme on va vérifier ce qu'on trouve sur un site mobile en regardant la télé, et bien on va vérifier ce qu'on trouve sur la personne quand on a l'intention de faire confiance à une société. Il y a également les options création page d'entreprise sur Viadeo et LinkedIn, qui permettent d'accroître la présence. Alors le site internet PC tablette, oui, bien sûr et toujours, on va dire, mais on a vu que son poids avait diminué par rapport à il y a 2 ans, et puis le site internet version mobile. Et le corollaire de tout ça, des communications régulières diffusées sur chaque support. Alors c'est vrai que ça permet
d'entretenir la fraîcheur du contenu. Thierry, quelques mots sur le blog? Le blog, oui, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui à la fois réunit le côté social, le côté efficacité en termes de visibilité sur Google. C'est un outil qui est facile à déployer, relativement économique à développer. Alors, il faut s'entendre sur le mot blog parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font du blog, pas toujours en le disant. C'est-à-dire que la plateforme qui est au centre de tout ça, qui s'appelle WordPress, en réalité est devenue la première plateforme de publication de sites internet, disons, doté d'un éditeur de contenu, d'un CMS. 64% des sites qui utilisent un CMS aujourd'hui sont faits avec WordPress, qui à l'origine est une plateforme de blog. Alors pourquoi c'est le cas? Parce que effectivement c'est une plateforme qui est très facile à développer, qui est dotée de tout un tas de fonctionnalités. Les gens peuvent très facilement, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être informaticien, il suffit de savoir manier un traitement de texte, un Word, et on est capable de publier au quotidien des actualités. Donc suivant les professions, évidemment, une profession de santé ne va pas forcément vouloir profiter de l'aspect web 2.0 d'un blog, c'est-à-dire recueillir des commentaires, passer son temps à répondre aux commentaires, etc. Néanmoins, on se sert du véhicule blog pour publier des actualités, du contenu frais, etc. Voilà, donc c'est le blog et la plateforme WordPress en général sont des outils qui fonctionnent extrêmement bien et qu'on met souvent au cœur de nos productions de sites internet en général. Voilà. Et l'annexion d'un blog à un site existant permet d'agréger cette brique mobile, sociale à un site statique. Alors les bénéfices du Solomo, eh bien, pour boucler avec l'introduction, c'est qu'en étant présent de manière sociale et locale, eh bien, on a une bonne opportunité d'occuper la première page de Google. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et si ça a été créé pour les restaurants, pour peut-être les hôtels, plus pour peut-être les commerçants, ça marche aussi pour des prestations intellectuelles, par exemple le marketing Internet. Effectivement, en associant mon activité et ma ville, ça me permet d'apparaître ou d'occuper, avec le simple mot-clé marketing Internet et ma ville, d'occuper les premières pages de Google. Priorité, présence locale. C'est ce qu'a mis en avant Google. Deuxième ordre, présence sociale. Et comme vous le voyez, le site internet, donc dit bien référencé, lui n'intervient qu'en troisième position. Donc tout l'intérêt pour les entreprises de travailler ça, de travailler ceci, ce n'est pas que pour le restaurant du coin, que pour le boucher du coin ou le marchand de fleurs, c'est valable pour de nombreuses activités. L'important, c'est de travailler le bon mot-clé. Donc vraiment, le bénéfice du Solomo, ça permet d'être visible sur les meilleurs supports. Et puis, ça permet aussi de donner une expérience agréable, intéressante et significative à tous ces visiteurs. Effectivement, entre la présence, la page Google Adresse ou le profil Viadeo ou LinkedIn, l'internaute n'aura pas du tout les mêmes informations sur moi-même et sur mon activité. Alors, la perspective 2013 pour que le social rejoigne le local. Alors, notre ami, pour ne pas dire notre maître, 90% du marché, Google, a fortement aussi évolué ces dernières années, notamment avec l'introduction de son réseau Google+. Donc, pourquoi Google+? Parce que Google n'a pas voulu laisser la part trop belle ou le laisser trop seul son confrère et néanmoins concurrent Facebook, et donc a décidé de créer un réseau social Google+,
de mémoire, je crois qu'il était en bêta-test début 2011 et ouvert à l'ensemble du réseau été 2011. Alors, ce réseau social, comment a-t-il influencé le local? Eh bien, c'est que, sans faire trop d'histoire, Google+, ensuite, en début d'année 2012, a racheté un guide gastronomique et touristique de plus de 30 ans qui s'appelle Zagat. Et il a intégré ce fameux guide et ces fameuses fonctions sociales dans ce qu'il a appelé Google+ local. Donc, de son profil Google+, on peut aller dans le local. Et donc, le local devient également lui-même un moteur de recherche. Donc, on peut rechercher aujourd'hui des restaurants, mais on peut chercher tout type d'activité. Et aujourd'hui, la tendance, alors perspective 2013, je ne l'ai pas exactement, puisque ce qu'est en train de faire Google, il est en train de fusionner les fonctions Google Adresse dans Google+. Et aujourd'hui, quand on clique par exemple dans Maps sur ces fameux petits ballons et qu'on veut plus d'informations, on n'arrive pas sur la page Google Adresse comme on y arrivait en début d'année 2012, mais on arrive sur sa page Google+. Donc les milliers d'entreprises qui avaient déjà créé leur adresse pour plus de visibilité, elles sont dorénavant appelées à gérer leur page depuis Google+. Et ça les oblige aussi à réoptimiser ces pages parce que si on n'a pas optimisé, on n'a que la carte qui apparaît et pas des photos qui sont beaucoup plus vendeuses. Voilà. Là aussi où le social a rejoint le local, c'est que donc les avis comptent de plus en plus. Ce qui faisait beaucoup aussi débat, enfin ce qui peut faire débat, c'est que la personne qui met un avis n'est pas forcément identifiée. Et Google lui a été très clair, pour rédiger un avis, il faut avoir un compte Google+. Donc quelqu'un qui rédige un avis a forcément un compte, donc est identifié, est identifiable et permet aussi de policer les avis qui parfois pouvaient être mis de manière très arbitraire ou on va dire de manière très pilotée. Et quand dit Google, eh bien toujours, je reviens à cette première page, effectivement, aujourd'hui, le social a bien pris une part importante puisque ces avis de consommateurs apparaissent. Donc apparaissent et sont agrégés par rapport aux publicités, mais on le voit aussi par rapport, on ne voit pas forcément sur cette image-là, mais par rapport donc à la présence locale. Donc il a bien gardé cette architecture de première page de Google. On voit ici par exemple pour fleuriste, il n'y a plus toujours en première page, mais surtout en première vision sans prendre l'ascenseur, il n'y a plus qu'une seule place pour le référencement naturel. Donc autant vous dire que dans cette configuration-là, pour ce type de profession, la place en référencement naturel est devenue très très chère. Et puis, on voit l'intégration du social à travers les avis du consommateur. Quand dit Google, lui, il ne se cache pas. Il a fait des statistiques. Et ça vient des slides de Google. Donc, il dit que les annotations améliorent les performances des campagnes. Donc, on en revient toujours à ce fameux bouche à oreille. L'avis du consommateur a vraiment un avis. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit clairement que les recommandations sont au cœur de ce process, qu'il faut intégrer les petits +1, +1 pour ce nouveau mot du jargon web marketing. Donc maintenant, il faut être plussé. Et plus on sera plussé, et bien plus on remontera, puisqu'on aura ce phénomène social qui sera intégré, enfin qui est aujourd'hui intégré à l'ensemble des supports. Perspective 2013 au niveau du mobile, je te laisse conclure, Thierry. Et si tu veux. Donc le mobile rejoint le local, on en a vu certains aspects tout à l'heure. Bon, il
évidemment, quand on est dans la nature, donc c'est l'outil du nomade parfait qui permet de trouver ses produits, ses services, quelle est la pompe à essence la plus proche, etc. Donc, il faut donc se doter d'un site mobile si c'est pas fait, parce que sinon, bah, voilà, on n'a pas une bonne expérience au niveau de l'usager qui vient de faire sa recherche et de vous trouver. Alors, les réseaux mobiles, les réseaux sociaux mobiles, bon, Foursquare est je ne connais pas bien ce système-là, mais permet de vous suivre un petit peu dans tous vos lieux de visite et vous permet à vos amis de vous retrouver, vous permet aussi d'échanger des avis sur les lieux, etc., via votre mobile. Alors, un point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'une page Google Adresse bien optimisée, finalement, passe très bien sur le mobile. Donc ça, ne serait-ce que si vous n'aviez que ça, c'est pour ça que c'est important de commencer par le Google Adresse. Ça permet de se faire voir sur le média classique, mais aussi sur le mobile. Et autre avantage, ça permet d'être appelé directement. Parce que Google, pour les sociétés qui n'ont pas créé leur page Google Adresse, leur a créé automatiquement, mais le problème, il n'y a pas de connexion avec le numéro de téléphone. Donc, quelqu'un qui vous trouve sur Google Adresse avec une mini-page qui a été faite de manière automatique par Google, finalement, toujours pareil, l'expérience utilisateur. Le moment où l'utilisateur va appuyer pour vous appeler, ça vous marquera, verra un message, enfin montrera un message comme quoi l'entreprise ne peut pas être jointe directement. Voilà. Et alors, le dernier point qui mérite, sur lequel il faut insister aussi, je pense qu'on en a tous conscience maintenant, c'est que le mobile, il est pratiquement votre assistant digital H24, c'est-à-dire que vous l'utilisez à la maison et vous êtes toujours plus ou moins disponible au travers de votre mobile. Sur le lieu de travail, donc je vois qu'il y avait une question par rapport à redire c'était quoi le BYOD, ça veut dire en anglais Bring Your Own Device. Donc plus ça va, plus les gens ont effectivement leur assistant mobile personnel sur le lieu de travail et s'en servent à la fois pour des usages personnels mais aussi professionnels. Dans les transports, ça c'est un phénomène tout à fait essentiel parce que beaucoup de gens passent 1 heure matin et soir dans les transports et la seule chose qu'ils ont à disposition, mis à part le journal gratuit, c'est leur mobile et ils occupent en général ce temps utilement à faire des recherches sur leur mobile. Donc voilà, l'assistant digital 24 sur 24 est avec nous et la conclusion qu'on aimerait vous dire c'est shakespearien, hein, to be mobile or not to be. Donc je pense que, voilà, Virginie, si tu veux ajouter un mot. Eh bien, écoute, j'ai trouvé une demi-heure avant la présentation ces informations. Donc encore des chiffres, donc on va aller vite, hein, mais effectivement, notamment sur le M-commerce, parce que aujourd'hui, un petit peu comme je disais tout à l'heure sur le social, il y a des gens qui croyaient il y a 2 ans ne croire ou ne pas y croire. Pour rester chez Shakespeare, mais là c'est le M-commerce, donc le fait d'avoir des sites marchands, eh bien ne croire ou ne pas y croire, eh bien les chiffres parlent. Et donc j'ai encore trouvé des chiffres pour notamment en fonction du M-commerce. Voilà. Et pour Thierry également, on avait un débat tout à l'heure entre le nombre de possesseurs de smartphones et le nombre de mobinautes. Donc ce n'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est un mobinaute. Donc effectivement, 38% d'équipements et 17 millions de mobinautes. D'accord. Notre prochaine conférence WSI, animée par nos confrères et consoeurs, donc aura lieu le 3e jeudi du mois, toujours, à la même heure. Et le thème sera le pilotage des sites ou d'Internet en général avec de la visibilité. On a commencé avec un peu de retard, on finit, il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Donc nous nous engageons à rester connectés pour suivre WSI, donc notamment SlideShare et YouTube par rapport aux conférences passées, ou celles auxquelles vous n'assisteriez pas à l'avenir.
Lucille, je te laisse gérer les questions. Oui, voilà, donc merci en tout cas pour cette présentation, Virginie et Thierry. Donc vous avez quelques minutes encore, si vous voulez, pour mettre vos questions dans la chat box et Thierry et Virginie se feront un plaisir d'y répondre. Sinon, on pourra conclure maintenant. Et vous aurez accès évidemment au support de présentation et à la vidéo sur YouTube. Voilà, je vous laisse quelques instants. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de questions. Il y avait une question sur Google+, qui a été posée, mais vous en avez parlé à la fin de la présentation, à moins qu'il ait besoin d'avoir plus de points ou de détails sur certaines fonctionnalités. N'hésitez pas à poser vos questions. Mais pour l'instant, pas de questions. On vous laisse encore quelques instants et puis on verra s'il faut répondre ou non. Alors, Lucille, si on n'a pas de questions, c'est vrai qu'on n'a pas prévu ça dans la présentation, c'est est-ce que tu fais un test de satisfaction? Oui. Une enquête de satisfaction? Oui, voilà, c'est... Hop, si vous pouvez prendre quelques instants pour y répondre. Et puis on va conclure puisque comme ça vous serez dans les temps. Je vous laisse répondre. Et puis toutes vos remarques sont les bienvenues pour pouvoir, dans le but d'une amélioration, pour les prochaines fois. Bon bah en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été présent. Pas de questions du coup, sinon n'hésitez pas à contacter Virginie ou Thierry. Vous avez leur contact sur les slides et un email vous sera envoyé avec le diapo. Voilà. Je pense qu'on peut... Ah, on a une dernière question. Non, c'est bon. Voilà. Bon bah très bien, merci à tous en tout cas. Merci Virginie, merci Thierry. Puis rendez-vous le mois prochain, le 20 décembre, sur le thème piloter vos sites web en toute visibilité et ne pas tomber dans les pièges si facilement. Voilà, je vous remercie. Virginie ou Thierry, si vous avez quelque chose à ajouter, sinon on va vous laisser. Bon, bah, merci à toi, Lucille, d'avoir organisé le webinaire.